Bonjour ou bonsoir à toutes et tous. Je ne peux pas filmer une vidéo en Afrique puisque je suis au Mexique, mais j'ai passé beaucoup de temps en Afrique, plus de 12 ans en tout, et je connais environ la moitié des pays du continent. Et donc, si vous me demandez de parler des beautés de l'Afrique, de la nature, des oiseaux bien sûr, ma spécialité, mais de plein d'autres choses, je pourrais remplir des vidéos entières. Ce n'est toutefois pas la question ici. Pour le plaisir, je vais mettre quelques belles photos. Je vais aussi vous montrer le genre de travail que j'avais quand j'étais en Afrique. Par exemple, enseigner l'ornithologie, comme vous pouvez voir ici. The yellow tuft. Yes, it's moving there to the left. Okay, and there you can see the yellow tuft used for displaying. Yes. Okay, displaying is when the bird is ready to breed and he wants to attract female and defend territory in the same time. Okay, and he will open this yellow tuft. Mais les objectifs sont tout à fait différents. Au lendemain de l'élection de Macron, je vous ai dit que beaucoup de personnes me contactaient pour avoir des conseils pour s'expatrier au Mexique, puisque j'y étais, ou peut-être ailleurs. Et donc, je vais leur répondre avec des idées générales sur les pays à choisir et à ne pas choisir. Dans cette première vidéo, vous verrez que je dis que ce que vous fouillez en France, c'est en fait la politique de l'Union européenne. Donc, si vous voulez une vie différente, loin de ces passes sanitaires et de tout ce contrôle qui est en train de se passer, ce n'est certainement pas dans l'Union européenne que vous allez trouver votre bonheur. Ça peut avoir lieu au Mexique. J'ai fait une vidéo sur le sujet, je vous invite à aller voir. Et donc on se pose la question, est-ce que ça peut être en Afrique? Alors, soyons clairs. L'Afrique, ici je vais parler du continent et non pas des îles. Alors certaines îles, comme Madagascar, on discute pour savoir si c'est l'Afrique ou pas. Ce n'est pas mon propos ici, je m'en tiens au continent qui fait déjà plus de 50 pays. Il y a vraiment de quoi faire. Il y a plusieurs raisons d'éviter les îles. En ce qui me concerne, je l'ai expliqué dans mes vidéos précédentes, c'est que je veux avoir de l'espace et de la nature pour éventuellement avoir comme plan B un mode de vie éloigné de la civilisation. Hormis Madagascar, qui est une très grande île, que je ne connais pas encore, toutes les autres îles autour du continent sont très petites et ne permettent pas cette option. Ceci dit, je pense que de façon générale, ce que je vais vous dire sur les différents pays d'Afrique ici, c'est également valable pour les petites îles qui entourent le continent. Avant de parler de liberté, d'injection, de passe, de crédit social, je vais quand même donner quelques précisions. Il y a des pays qui sont accueillants pour les étrangers s'installer, qui aiment les touristes, et des pays qui limitent pour différentes raisons. Je ne vais pas discuter de ces raisons ici. Ce serait évidemment beaucoup trop long. Mais parmi les pays où j'ai habité, où je suis resté assez longtemps pour en parler, et où je sais que les étrangers peuvent vivre en bonne entente, en bonne relation avec les populations locales, je dois mettre la Tanzanie, l'Ouganda, je dirais ce sont mes deux pays principaux. Le Kenya, je dirais dans une moindre mesure, il y a plus de problèmes relationnels. Mais si on fait un peu attention aux endroits qu'on fréquente, un petit peu comme au Mexique, il y a moyen de faire quelque chose de bien. La Zambie, le Malawi, la Namibie, le Botswana, le Gabon, le Ghana, ce sont des pays où, en tout cas quand j'y étais tranquilles et on pouvait avoir d'excellentes relations avec la population locale. Il y a d'autres pays qui ont du potentiel, mais il peut y avoir des problèmes. Des problèmes qui peuvent être exacerbés avec la situation politique. Lorsque j'étais au Zimbabwe, c'était très tranquille. Mais c'est peut-être pas toujours le cas. L'Afrique du Sud, vous savez qu'il y a des problèmes entre les Noirs et les Blancs, et ces problèmes ne sont pas tout à fait terminés. Et je sais que ça fait des violences qui gâchent l'ambiance qui est déjà un peu tendue, il faut le dire, en Afrique du Sud, où il y a quand même des villes dangereuses, parmi les plus dangereuses d'Afrique. C'est très différent en Éthiopie, mais c'est également un pays où il y a des problèmes. Même les touristes peuvent parfois être accueillis à coups de pierre, parce qu'on n'aime pas toujours les étrangers pour différentes raisons, valables ou non.
C'est vraiment très variable d'un pays à l'autre. L'Afrique du Nord est aussi assez différent et évolue. Personnellement, je n'ai été qu'une fois en Égypte, mais c'était il y a plus de 20 ans. L'ambiance était plutôt mauvaise. Mais je n'irai pas jusqu'à dire que c'est toujours le cas. A l'inverse, j'ai été de très nombreuses fois au Maroc, et ça s'est toujours extrêmement bien passé. Et donc j'ai une opinion très positive du pays pour le visiter. Maintenant, par rapport aux gens qui y habitent, c'est peut-être pas toujours aussi simple. Et puis, il y a encore des discriminations entre les hommes et les femmes qui sont significatives pour un pays qui est relativement riche. Je vois qu'ici, la carte découpe le Sahara occidental par rapport au Maroc. Le Sahara occidental appartient de fait au Maroc. Même si ce n'est pas toujours reconnu par les autres pays, je ne vais pas rentrer, évidemment, dans ces problèmes politiques. Il y a aussi des pays où j'estime que c'est vraiment très délicat d'habiter, en dehors des problèmes dont nous parlons. Et ça, pour différentes raisons. J'ai eu de très mauvaises expériences au Mozambique. J'ai pas trouvé les gens sympas. Et je me suis senti en insécurité. Et l'actualité a plutôt tendance à me donner raison. J'ai eu une bonne expérience au Cameroun. Mais je regarde aussi l'actualité. Et elle confirme que c'est quand même un pays assez instable. Même si c'est toujours le même président depuis une éternité, où il y a beaucoup de problèmes de sécurité et de corruption, et donc c'est pas du tout un pays facile. Il a plein de qualités, il est très beau, et je trouve les Camerounais souvent des gens extrêmement intéressants, très éduqués, intelligents, mais en bon peuple ne fait pas toujours en bon pays. Il y a la politique qui s'en mêle, les circonstances, les pays voisins. Et puis il y a des pays que je connais, je ne vais pas mettre toute la liste, mais par exemple la Gambie, où j'allais beaucoup dans les années 90, mais j'ai plus été depuis. Et franchement, je ne vais pas pouvoir juger des possibilités pour un étranger d'y habiter, hors problème dont nous parlons, je dirais crise, Covid, liberté. Un problème qui est évidemment valable partout dans le monde, c'est que nous ne prédisons pas le futur, mais une politique choisie par un gouvernement ou un président peut toujours être modifiée de façon brutale en fonction de certaines circonstances. Je voudrais vous souligner quelque chose et je voulais simplement vous donner une information qui est exacte. Les conclusions que vous pouvez en tirer vous appartiennent. Je ne vais pas les tirer. Mais les coïncidences, il faut quand même être capable de les regarder en face. Pendant la période de pandémie, entre début 2020 et fin 2021, il y a 3 chefs d'État dans le monde qui sont morts alors qu'ils étaient en fonction. Cela paraît être assez normal, en fait, puisqu'il y a presque 200 pays dans le monde, donc 200 chefs d'État, et la probabilité de mourir pour un être humain moyen, chaque année, c'est un petit peu plus de 1%. Donc, 3 sur 2 ans, c'est un tout petit peu au-dessus de la moyenne. Ce qui est interpellant, c'est que c'était des chefs d'État qui, chacun, dirigeaient un des 5 derniers pays qui ont commencé les injections. Autrement dit, ils avaient une politique, on va dire, coronasceptique, et bizarrement, ils sont morts. Il y a beaucoup de gens qui ont tiré des conclusions. Évidemment, les décodeurs, les fact-checkers ont dit non, il n'y a pas de lien, c'est faux. Et quand on lit le texte, leurs arguments ne sont pas si percutants. Ils disent qu'ils ne sont pas morts assassinés, sauf dans le cas de Jovenel Moïse, président de Haïti. Les 2 autres sont africains et sont morts de problèmes cardiaques. Seulement les problèmes cardiaques, comme tout le monde le sait, ça peut se provoquer. Voilà, je vous laisse avec ces questionnements. Ceci ne change rien pour notre analyse, parce que même si, effectivement, ce sont des coïncidences, et qu'il n'y a eu aucune mort provoquée en lien avec la pandémie, avec une politique d'injection, eh bien, il se fait que concrètement, un pays comme la Tanzanie, qui était contre les restrictions, contre la fermeture des frontières, contre les injections, après la mort de son président, est devenu pour. Donc, on peut avoir un changement brutal de politique suite à un décès qui peut être tout à fait naturel dans quasiment tous les pays du monde.
Je ne prédis pas le futur, je n'avais aucune prétention de le faire. Je voulais simplement dire que si on a une analyse qui est très bonne, on peut quand même être tout à fait déçu parce que, brutalement, il se passe quelque chose. Je pense que c'est très important de souligner ce point particulier. Les différentes techniques de contrôle de la population sont en train d'être mises en place un peu partout dans le monde avec un objectif assez précis. Cet objectif, c'est l'agenda 2030, qu'on appelle aussi les objectifs de développement durable 2030 ou ODD. En Afrique, on pense que ces objectifs sont largement à l'avantage du continent. Et c'est en fait que l'Afrique souffre énormément des pollutions, du réchauffement climatique, etc., plus que la moyenne des autres continents. L'Afrique est également le continent le plus pauvre économiquement, et donc le développement durable est particulièrement intéressant pour eux. De plus, ce n'est pas tellement dans la culture africaine, pour différentes raisons, actuellement en tout cas, d'organiser un tel développement durable sur du long terme, et les individus qui plongent dedans se fient aux publications occidentales. Donc il y a très peu de recherches locales qui sont publiées, et finalement, de façon indirecte, grâce à nos publications, les Occidentaux parviennent à contrôler les décisions qui sont prises en Afrique. Tous les pays d'Afrique ont signé l'agenda 2030, et contrairement à ce qui se passe en Europe, on en parle très souvent dans les médias, à la radio, à la télévision, sur les grandes chaînes. On parle de ces objectifs que l'on prend très au sérieux. Et je pense que si peu de pays arriveront à ce qu'ils ont promis dans les contrats, la plupart des pays vont mettre les efforts nécessaires pour y arriver. À la grosse différence de l'Europe, c'est que ça ne va pas impliquer une chute considérable du niveau de vie, parce que leur niveau de vie est déjà bas. Il y a donc moins une nécessité d'un contrôle de la population, comme chez nous. À l'inverse, on sait que la politique africaine est encore très instable dans beaucoup de pays, et les gouvernements qui sont en place aimeraient bien profiter du mouvement pour contrôler la population, non pas dans le but d'imposer l'agenda 2030 qui devrait être accepté assez facilement, mais dans le but de stabiliser leur pouvoir. Donc, quelque part, la situation est assez semblable à celle que l'on a chez nous. Sauf qu'il y a deux choses à tenir en compte. Il y a beaucoup d'Africains qui accepteront ces technologies sans aucun risque de révolte. J'ai parlé de la Tanzanie, un pays où j'ai habité 2 ans. La mentalité issue d'une période communiste est effectivement de se soumettre à ce genre de technologie. La Tanzanie est toujours en tête pour la reconnaissance faciale, pour les données biométriques, etc., quand on regarde ce qui s'est passé ces dernières années. Et donc mon avis, c'est que la Tanzanie, par exemple, est un pays qui va plonger dans le crédit social sans difficulté. Il y a beaucoup de pays d'Afrique, à l'inverse, je pense particulièrement à l'Afrique centrale, je pourrais citer la République démocratique du Congo, le Cameroun, le Gabon, le Congo que je ne connais pas, le Congo-Brazzaville. Mais j'ai rencontré beaucoup de Congolais au Gabon et ailleurs, et je pense qu'ils n'ont pas une mentalité à se laisser faire. Le problème, c'est que ces pays, en tout cas la plupart, sont des pays qui ne vont pas hésiter à utiliser des méthodes violentes pour imposer leur choix. Au Cameroun, par exemple, un pays où j'ai passé énormément de temps, au début des années 2000, eh bien, quand on me montrait des erreurs graves, volontaires ou non, du gouvernement, qui est contre l'intérêt du peuple, je demandais pourquoi il n'allait pas manifester. Ben, il disait parce que sinon la police va nous tirer dessus, tout simplement. Donc, chez nous, ça peut arriver aussi. On a vu des tirs à balles réelles en Hollande, déjà 2 fois, une fois en 2021, en 2022. Et je pense que l'Union européenne peut devenir extrêmement brutale. Mais il faut quand même garder une certaine façade démocratique. Il y a beaucoup de pays d'Afrique où ils ne s'embarrasseront pas de ce genre de façade. Donc, si vous voulez mon avis sur l'Afrique, eh bien, il n'y a aucun pays qui est à l'abri de ce nouveau monde de contrôle électronique, d'intelligence artificielle qui dirige l'être humain et qui est contrôlé par une petite élite. En réalité, la situation est déjà beaucoup plus proche de ça. La technologie n'est pas encore là partout,
loin s'en faut. Mais quand vous avez des pays comme la Guinée équatoriale, c'est une extrême, vous avez en réalité quelques familles qui contrôlent tout le pays, toutes les ressources, notamment le pétrole, et la population qui est esclave, avec un niveau de vie déplorable. Eh bien, le nouveau système ne va que formaliser cette situation avec une technologie qui va empêcher la population de se révolter, alors qu'en Afrique, concrètement, elle n'en a déjà pas beaucoup les moyens. Il faut rajouter que, contrairement au Mexique ou à l'Himalaya, eh bien, les zones naturelles africaines sont extrêmement habitées, même dans les endroits où, théoriquement, elles ne le sont pas. C'est-à-dire que les forêts africaines, qui sont protégées dans les parcs nationaux, quand on y va de façon un peu plus approfondie, légalement ou non, je ne rentre pas ici dans les détails, comme j'ai eu l'occasion de le faire, on rencontre des gens. Et donc, on n'est pas en sécurité si on décide de vivre comme je propose de le faire au cas où ce monde nous rattrape partout dans tous les pays du monde, de dire on va vivre seul dans la nature, loin de la civilisation. Eh bien, je crois qu'en Afrique, c'est pas possible. Les seuls endroits qui sont vraiment pas habités sont dans les parcs nationaux non forestiers où on trouve une grande faune qui est dangereuse pour l'être humain. Et donc on ne peut pas y habiter. Si j'ai prévu une seule vidéo pour vous parler de l'Afrique, c'est parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Si vous fuyez le monde du contrôle électronique à la chinoise qui est en train de s'installer dans l'Union européenne, si vous regardez ma vidéo, sans doute que vous en êtes conscient et que je ne dois pas vous en convaincre, eh bien je crains fort, je peux me tromper, il peut y avoir un changement brutal, comme je l'explique, dans le bon sens, pourquoi pas. Mais je crains fort que tous les pays d'Afrique s'y plongent de façon extrêmement rapide, encore plus rapide et plus facilement qu'en Europe. Et donc, malheureusement, l'Afrique n'est pas une bonne destination pour fuir ces changements globaux qui risquent de toucher le monde entier, même le Mexique, je vous l'ai dit dans ma vidéo. Mais au Mexique, ça pourrait être un peu retardé. En Afrique, ce sera plutôt accéléré. Compte tenu du pouvoir, de la manière dont il est organisé, de la mentalité des Africains actuellement, je précise, c'est très important, ce n'est pas une mentalité intrinsèque aux Africains, c'est une mentalité qui est issue de la colonisation. Beaucoup de gens ne s'en rendent pas compte, mais j'ai vécu notamment au Cameroun, qui est bilingue. Eh bien, l'influence du comportement des Anglais, du comportement des Allemands et du comportement des Français dans ce pays qui a été allemand, puis est devenu un protectorat à l'ouest anglais et à l'est français, ça se voit comme le nez au milieu du visage. Donc il y a toujours une influence qui est absolument indéniable. Et puis une influence actuelle avec les médias, les réseaux sociaux, etc. Avec la mentalité actuelle, le système sera mis en place rapidement, facilement en Afrique. C'est donc avec beaucoup de regrets, alors que peut-être que l'Afrique c'est le continent que je préfère. J'ai une sorte d'amour pour l'Afrique qui est spontanée. Je suis tombé amoureux de l'Afrique la première fois que je l'ai vue à Tanger en 1992. J'y ai passé environ 12 ans, j'ai visité la moitié du continent, et me dire que je n'irai peut-être plus jamais est pour moi une punition. Mais qu'est-ce que vous voulez? Je ne peux pas nier les faits. J'espère me tromper, qu'il y aura peut-être des exceptions. Mais il ne faut pas oublier que, en plus des gouvernements africains qui peuvent être violents mais faibles à la fois, il y a une énorme influence des Occidentaux, de la Chine, de la Russie, de la Turquie et de leurs multinationales. Et si le Congo, je pense à la République démocratique, ou soi-disant démocratique, est dans un tel état d'insécurité et de conflit, c'est parce qu'il est alimenté par les multinationales qui exploitent les minerais. Alors, est-ce que l'influence chinoise grandissante, russe et turque, peut changer la donne? Eh bien, je dirais que non. Les Chinois sont les premiers à avoir inventé le crédit social. Ils vont être les premiers à le vendre en Afrique. La Russie, qui ne veut pas se soumettre à la Chine et aux États-Unis, aura peut-être un mode de vie différent, mais c'est pas pour ça qu'ils vont rejeter la technologie. On est déjà très avancé en reconnaissance faciale, par exemple, à Moscou. Est-ce qu'ils vont être en rempart contre ce genre de technologie en Afrique? Je ne crois absolument pas. Je ne vois aucune possibilité pour l'Afrique, pour un ou deux pays d'Afrique, de façon isolée, de prendre une autre voie, parce qu'ils risquent d'être rattrapés par les voisins, via l'Union africaine par exemple, parce qu'ils risquent d'être rattrapés par un pays puissant, étranger, Chine, Russie, États-Unis, etc., parce qu'ils risquent d'être rattrapés de façon
violente ou via la corruption par les multinationales. Je pense donc que même si un chef d'État super honnête, entouré par un bon gouvernement, qui n'est pas corrompu, voulait, pour son pays, dire maintenant, non, on va se libérer de tout ça, je pense que ça va être très difficile. Vous savez que les Américains ont l'habitude d'envoyer les casques bleus, l'ONU, pour rétablir la démocratie quand un pays où un président a parfaitement été élu, mais lutte contre les intérêts américains. Je ne crois pas qu'il y aura d'exception. Ce ne sera peut-être pas l'armée américaine, ce ne sera peut-être pas les casques bleus, ce sera peut-être d'autres puissances, des puissances du bloc chinois. Ce sera peut-être l'Union africaine elle-même. Donc à ce stade, malheureusement, je n'ai aucune information optimiste pour vous dire que tel ou tel pays africain pourrait résister à ce qui est en train de se passer. Voilà, donc je suis désolé d'avoir fait une vidéo qui est très négative sur un continent sur lequel j'ai envie de vous montrer des tas de choses très très belles au niveau nature, au niveau humain. Il n'y a pas du tout que des conflits et que de la pauvreté, etc. Mais dans le cadre de notre sujet, je suis extrêmement pessimiste pour l'Afrique. Je pense que c'est une des pires destinations pour quelqu'un qui veut continuer à vivre libre dans les 10, 15, 20 ans qui viennent. Voilà donc pour ma conclusion. Je vais faire une suite, évidemment, avec d'autres destinations, où il y a plus d'espoir, parce que moins, c'est franchement difficile. Je salue tous mes amis africains, et je leur dis que s'il pouvait y avoir un réveil massif des peuples africains contre tout ça, ce serait possible. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que je ne vois pas de signal que ça va dans ce sens. Mais j'en rêve, qu'on soit bien clair. Et donc, si par hasard ma vidéo pouvait toucher certains Africains et être une ébauche de révolte, comme on en a vu au Sri Lanka, en Hollande et actuellement, bien sûr, je signe des deux mains. Je vous dis à bientôt. Vous avez peut-être remarqué que je fais un peu moins de publications sur ma chaîne YouTube. La raison est, comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je suis maintenant résident au Mexique. J'ai trouvé des partenaires avec lesquels travailler, qui envisagent même d'engager Marinella, qui est aux Philippines, qui est un autre pays qui va s'engager sur la voie chinoise très rapidement, à mon avis, et qui aimerait bien donc me rejoindre au Mexique le plus vite possible. Et donc je travaille sur ce dossier avec acharnement, ce qui me laisse moins de temps pour les vidéos. Mais je vais quand même continuer à en publier au moins, je dirais, une par semaine ou tous les 10 jours. À très bientôt et merci pour votre attention et pour votre soutien qui continue à exister, même s'il n'est pas très grand, mais qui est significatif pour moi, surtout avec la baisse de l'euro, puisque les quelques euros que j'ai à disposition valent désormais moins au Mexique.